Je suis très honoré de participer à ce débat qui concerne la mise en place d'une institution qui sera au sommet de toutes les institutions qui sont déjà en place pour la lutte contre la fraude et la corruption, le blanchiment d'argent et d'autres délits criminels. Mais je vais le dire d'emblée, Monsieur le Président, pour moi, je suis fondamentalement contre ce projet de loi, de par sa philosophie, son contenu et les procédures et les moyens que ce projet de loi met à la disposition de la Commission que nous voulons créer. Pour moi, c'est une loi qu'il faudra abroger dans les 100 premiers jours de tout nouveau gouvernement. Oui. Pour moi, c'est une loi qu'il faudra abroger dans les 100 premiers jours de tout nouveau gouvernement parce que le mal qui ronge tout combat contre la corruption s'appelle ingérence politique, Monsieur le Président. Et c'est dommage parce que c'est dommage que nous n'ayons pas une chambre haute, un Sénat, parce que c'est ce genre de projet de loi qui exige qu'il y ait un deuxième examen avec beaucoup plus de minutie pour qu'un projet de loi de cette envergure, qui a des répercussions, des conséquences constitutionnelles énormes, puisse être accepté, adopté et mis en pratique. Je regrette ça. Je ne suis pas forcément contre une deuxième chambre à Maurice, mais c'est le genre de législation qui mérite qu'on ait une deuxième chambre. Deuxième chose, c'est aussi le genre de législation qui aurait nécessité la mise en place d'un select committee des deux côtés de la Chambre pour étudier la loi, les différentes dispositions de cette loi et pour pouvoir étudier en détail toutes les implications, parce que les implications sont énormes. C'est un projet de loi de 151 pages, avec plus de 150 provisions. Et il y a des provisions qui sont d'une extrême importance concernant les droits fondamentaux du citoyen lambda. Monsieur le Président, j'avais écrit au Premier ministre, il y a quelque temps déjà, où j'avais souhaité qu'il y ait un débat national et qu'on ne passe pas au second reading tout de suite, qu'il y ait un débat national dans le pays, au niveau des forces vives, au niveau de la presse, au niveau des formations politiques de l'opposition, et surtout au niveau de la société civile, parce que je crois que s'il y a quelque chose qui est un consensus à Maurice, c'est que tout le monde souhaite une vraie, une authentique croisade contre la fraude et la corruption. Je crois qu'il y a un besoin, il y a une nécessité, il y a une exigence pour qu'il y ait une lutte réelle contre la fraude et la corruption dans notre pays. Je crois que l'autre jour, j'ai entendu le Premier ministre dire « Moi, envie de mettre propre ». Ben, qu'est-ce qui est sale? Qu'est-ce qui a été sali? Qui a fait que toutes les institutions... Lui-même, il a dit la mafia est au sein des institutions. Alors, nous tous, nous crions haut et fort, il faut un pays propre. Il faut un pays propre, libre de la fraude et de la corruption, libre de la drogue, libre de la narcoéconomie. Je crois que c'est le cri de cœur de la population mauricienne. Ce peuple le souhaite. Mais pour qu'il y ait un vrai combat contre la fraude et la corruption, contre le blanchiment d'argent, il faut 3 conditions, Monsieur le Président. Premièrement, une institution solide, indépendante. Une institution solide et indépendante. Nous savons ce qui se passe avec l'ICAC, je vais dire un mot tout à l'heure. La deuxième chose, il faut absolument une volonté politique réelle pour combattre la fraude et la corruption et le blanchiment d'argent. Et troisièmement, à la tête de l'institution, il faut une personne qui est intègre, une personne qui est compétente et une personne qui mérite le respect de la population.
Ça veut dire que la population a confiance. Il y a un élément de confiance dans cette personne en se disant que oui, ce monsieur, ce directeur général, à la tête de l'institution, quelle qu'elle soit, est vraiment la personne qui va lutter contre la fraude et la corruption, le blanchiment d'argent et tous les autres délits dans notre pays. Monsieur le Président. Donc il faut absolument une institution solide et indépendante. Il faut une volonté politique réelle et il faut une personne intègre et compétente qui mérite le respect et la confiance de la population. Pourquoi? Parce que où nous en sommes aujourd'hui, Monsieur le Président, il faut briser le lien entre la mafia et la classe politique. Il faut briser le lien entre les corrupteurs et la classe politique. Il faut briser le lien entre tous les gens qui ne veulent pas respecter les procédures et les lois et qui sont gagnés par l'argent facile au niveau des contrats, au niveau des appels d'offres, au niveau du blanchiment de l'argent, de la drogue. Et il faut donc briser ce lien parce que tout système mafieux, Monsieur le Président, fonctionne au détriment de l'intérêt public. Ce sont les fonds publics qui payent les pots cassés quand il s'agit de la fraude et de la corruption. C'est le public qui paye finalement, sans le savoir. Et il y a de plus en plus un lien incestueux qui finit par devenir un modus vivendi, comme si un accord entre la classe politique et un accord avec ceux qui veulent absolument se frayer un chemin à travers les mailles, les maillons, le filet de la lutte anti-drogue, la lutte anti-corruption. Et j'avais donc demandé un débat large, mais ce débat n'a pas eu lieu. Alors je me pose la question, why are we rushing through this bill? Why is this bill being presented in the second week of December, just before we adjourn the session? I would like to say a word that my friend Dr. Boulel usually uses, fools rush where angels fear to tread. I will say a few words on this when I'm going to make my conclusion. Alors, je vais prendre un certain nombre d'éléments. Le premier, c'est la nomination du directeur général de la commission. J'étais membre de la commission du Select Committee, présidé par l'honorable Colin Davelou, en 2000, quand nous avons fait venir M. de Spéville de Hong Kong, et c'est ce Select Committee qui a débouché sur le Prevention of Corruption Act, qu'on appelle, ça lui fait honneur, la loi Colin Davelou. Et dans ce projet de loi, à l'époque, dans le gouvernement MSM-MMM, the Director General was appointed by a committee where you had the President of the Republic, you had the Prime Minister and the Leader of the Opposition. Et le premier directeur de l'ICAC a été nommé ainsi, mais c'est en 2005 qu'on a amendé la loi pour venir avec le fait que le directeur général de la Commission serait choisi par le Premier ministre, by the President, on the advice of the Prime Minister, which means that at the end of the day, it's the Prime Minister who is going to appoint him. Et on a, with consultation with the Leader of the Opposition, mais en ce qui concerne la consultation, nous savons tous où s'emmènent les consultations entre le Premier ministre et le Leader de l'opposition. Maintenant, cette nomination, elle est donc essentiellement une nomination du Premier ministre. Alors je pose deux questions. Le Premier ministre avait nommé un commissaire de police suppléant. Et nous avons, pour la première fois dans l'histoire de Maurice, un commissaire de police qui avait été nommé en actingship. Mais comment un commissaire de police qui a été nommé en actingship pouvait avoir une capacité d'opérer dans l'indépendance quand il voit tous les jours le Premier ministre? Et sa première préoccupation, c'est sa nomination. Alors, moi, je me pose la question, comment
une commission de cette envergure pourrait être, il faudrait que ce soit le Premier ministre qui nomme, c'est un débat que tout le monde a soulevé ici. La deuxième chose, alors pour nous, je pense au sein de l'opposition, en tout cas en ce qui me concerne, moi je crois qu'il est grand temps qu'on mette en place ce que j'ai appelé the Constitutional Appointments Authority, un comité de sages pour choisir les personnes qui sont the right person in the right place et ce qu'on appelle the rare bird pour assumer ce rôle parce que l'exemple doit venir d'en haut. Quand il s'agit de la fraude et de la corruption, il n'y a pas d'autre recette. L'exemple doit venir d'en haut. Comment fonctionne la corruption? Il y a quelqu'un qui a obtenu un contrat. Alors il y a une tierce personne qui va voir la personne pour lui dire que, ben, tu sais, il a descendu nos pieds. Pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre, un officier ou un official. La deuxième chose, c'est que tu vois, on peut avoir même celui qui a alloué le contrat qui dit ben, tu dois me donner quelque chose. La troisième possibilité, c'est celui qui a obtenu la faveur qui devient le corrupteur. C'est lui qui vient voir l'officier ou l'officiel, the official, public official, pour lui dire que je vais te donner ceci ou cela. Alors, ce que moi je suis en train de dire, que l'exemple ne peut venir que d'en haut si on veut vraiment combattre la fraude et la corruption. Maintenant, je prends la section 10. The Director General shall be a person who has served as a judge in the Supreme Court. Et il y a aussi donc un certain nombre d'autres critères, mais cumulatifs. Who has been a magistrate, who has been either a barrister or a magistrate barrister. Et eux, who has served in an anti-corruption body at a senior level for at least 5 years. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens à Maurice qui répondent à ces critères? Who has been a judge and who at the same time has been a senior official for a period of 5 years in an anti-corruption body. Mais il y a très peu de gens, au fait. Et beaucoup de gens ont pensé que c'était le directeur de l'ICAC, mais ce n'est pas vrai, parce qu'il n'a jamais été juge de la Cour suprême. Donc ça, alors je ne sais pas qui le Premier ministre a en tête, whether he's a local or a foreigner, mais la chose la plus importante, c'est qu'il est le symbole de ce corps au sommet des institutions contre la fraude et la corruption. Moi, je crois, la question, j'ai demandé, why are we rushing to the law? This one. If we really want to fight fraud and corruption, I believe that there are two legislations which have to come to this House as soon as possible. One is the financing of political parties. And if we all in this House, the opposition and the government, really mean business, we should come to a consensus as regards to a law for the financing of political parties. Then we can say that, yes, we want to fight fraud and corruption. That's the first thing. The second thing, we should introduce the Police and Criminal Evidence Bill because of this incestuous use of the provisional charge to harass or attestation like a fair blanc, as we say it, with members of the opposition. We have to stop this. Now, can you imagine a law like this Financial Crimes Commission law, act, with the provisional charge being used the way it is being used politically? Can you imagine the damage this can cause? So if we really want to have a law, we should at least, first of all, have another law regarding the financing of political parties. And second, we should do away with the provisional charge, which has been used often as a political tool. Monsieur le Président,
pourquoi j'ai dit qu'il faut abroger cette loi? Parce que la loi va porter atteinte aux principes fondamentaux de notre démocratie, qui est aujourd'hui une démocratie chancelante. Et on le sait pourquoi. Je ne vais pas entrer dans tous ces détails. Alors, ce que je voudrais dire maintenant, Monsieur le Président, concernant la philosophie et concernant l'objectif principal de ce projet de loi. Est-ce que ce projet de loi est un outil, un instrument politique pour, dans un premier temps, protéger, faire le cover-up de délits de personnes, de proches du régime? Est-ce que c'est le premier objectif? Est-ce que le deuxième objectif est d'instrumentaliser la chasse des opposants politiques avec tous les moyens exceptionnels dont la Commission va disposer? Et nous savons justement, pourquoi j'ai parlé de l'accusation provisoire? Parce que l'accusation provisoire, nous avons tous été victimes de ça. Le Premier ministre a été victime de l'accusation provisoire. Beaucoup de membres des côtés de la Chambre ont été victimes. Il faut arrêter avec ça, parce qu'avec l'accusation provisoire et une loi comme celle-là, on peut faire des dégâts énormes, stigmatiser plusieurs personnes, et c'est pour ça que je demande donc qu'on puisse introduire aussi PACE et le financement des partis politiques. Alors, maintenant, je voudrais aborder la question de the further investigation by the Commission. Il arrive un moment où la Commission fait un premier examen et il y a un deuxième examen. And after, in section 58, subsection 7, after conclusion of an investigation, the Director General shall submit a report to the Commission. And it can institute criminal proceedings for an offense under this Act. D'où tout le débat qui a été évoqué ici concernant l'usurpation des pouvoirs constitutionnels du directeur des poursuites publiques. Et puis, subsection 8B, whether to discontinue the investigation. C'est la Commission qui va décider whether to discontinue the investigation, alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous savons comment ça se passe à l'ICAC. Il y a beaucoup de dossiers qui dorment dans les tiroirs. Donc, finalement, la Commission, à un moment donné, va décider to discontinue with the investigation. Et on ne saura même pas qu'est-ce qui s'est passé. Et ça va rester là. Alors, est-ce que c'est un moyen to discontinue any investigation without anybody knowing why and nobody challenging why the investigation was discontinued? Et en C, or any other course of action as it may deem fit, taking into consideration all circumstances of the case. Ah oui, merci, merci. Alors, je vous pose cette question. Maintenant, je voudrais m'attarder sur la section 66. You have only 1 minute left, hein? Quoi? 1 minute left. 1 minute? Less than 1 minute. OK. Alors, je vais parler des pouvoirs d'exception. Dans les démocraties, il y a des pouvoirs d'exception de MI5, les pouvoirs d'exception les pouvoirs de services spécialisés en France, où ils ont ces pouvoirs-là.
c'est-à-dire tout ce qui nous fait peur, qui nous fait frissonner. Et ce sont des pouvoirs qui sont utilisés pour la sûreté de l'État, pour la sécurité de l'État, contre un certain nombre de personnes qui peuvent commettre des délits comme le terrorisme ou encore faire commettre des délits qui ne sont pas dans l'intérêt de l'État. Mais c'est un pouvoir exceptionnel ici de la section 66 ne sont pas du tout proportionnels à ce qu'on veut faire. Pourquoi est-ce que la Commission doit avoir ces pouvoirs exceptionnels? Je trouve qu'il y a une question de proportionnalité. Je vais terminer en disant que moi, je ne suis pas d'accord avec ce projet de loi et je dis quelque chose. Que demain, il ne faut pas que ce projet de loi fasse boomerang. Parce que nous sommes dans la Chambre aujourd'hui. On peut être de ce côté-ci ou de l'autre côté. Okay. La loi sera toujours là. Merci, Monsieur le Président. Now we go to